Quelques mots pour présenter Robert Danzer, donc, qui est docteur vétérinaire, docteur en sciences, directeur de recherche honoraire de l'INRA et actuellement professeur de psycho-neuroimmunologie à l'université de Houston, donc au Texas. Sa carrière a débuté à l'INRA de Toulouse, nous en avons évoqué quelques aspects tout à l'heure en aparté, par l'étude des troubles induits chez les animaux par l'intensification de l'élevage. À cet égard, il sera le premier à souligner le rôle majeur du stress, à en mesurer les effets et à analyser ses composantes neuroendocriniennes. Par la suite, il dirige plusieurs années durant une unité interdisciplinaire de neurobiologie intégrative à l'université de Bordeaux II. Il y poursuit ses travaux sur la neurobiologie du comportement animal et il développe surtout un concept original sur les relations système nerveux, système immunitaire à partir d'observations cliniques humaines. C'est du reste aux États-Unis, à partir de 2006, que Robert Danzer élargit sa réputation internationale de scientifique innovant en montrant comment certains processus inflammatoires liés à des réactions immunitaires conduisent à des modifications enzymatiques cérébrales qui entraînent chez l'homme des troubles dépressifs, souvent profonds, plus ou moins réversibles. Donc, son parcours est marqué par des investigations fondamentales. Robert Danzer donc, va nous présenter les ressorts et le déroulement au cours de cette conférence qu'il a bien voulu accepter de donner donc à l'occasion de son bref séjour parisien. Donc je lui donne tout de suite la parole. Donc il va faire un exposé et il souhaite au cours de cet exposé donner la parole à la salle pour qu'il y ait des échanges fractionnés et puis après il y aura des échanges également à l'issue de sa conférence. Donc je lui donne tout de suite la parole. Bonjour mesdames et messieurs et bonjour aussi à tous mes amis et membres de ma famille qui sont là aujourd'hui. Comme vous l'avez dit, je suis là en fait aujourd'hui en prolongement de ce qui s'est passé hier. Et ce qui s'est passé hier est important pour moi, était inattendu en réalité, puisque je fête ce mois de septembre mes 50 années de recherche. Mes 50 années de recherche ont débuté très précisément en septembre 1967, à la sortie de l'école vétérinaire de Toulouse, quand j'ai eu mon premier poste à l'INRA, qui était un poste d'assistant scientifique contractuel au sein des recherches vétérinaires, dirigé à l'époque par Paul Mornay, l'inspecteur général Paul Mornay, et au sein du laboratoire de pharmacologie toxicologie qui n'existait pas et qui était hébergé à l'école vétérinaire de Toulouse avant de voir le jour sur les rives du Touche à Saint-Martin-du-Touche. Ce que je voudrais faire aujourd'hui, c'est vous exposer le cheminement d'une pensée, le cheminement d'une recherche scientifique. Et bien entendu, cette recherche scientifique peut, à certains égards, se confondre avec ce que l'on pourrait appeler une autobiographie, mais je prendrai soin de préciser d'emblée que ce n'est pas une autobiographie véritable, puisqu'en fait, le cheminement de cette pensée est en fait quelque chose qui a été partagé avec un bon nombre de collaborateurs, dont je citerai à la fin les noms et l'importance de leur contribution. Donc le titre est certainement global, du stress en élevage à l'immunopsychiatrie. Notre président, plus exactement le président de l'Académie de l'agriculture, a dit lui-même ce que je souhaiterais, c'est-à-dire que dans cet exposé, il y aura plusieurs époques, plusieurs parties, et que l'on discute en quelque sorte chacune de ces époques, parce que chaque époque vient avec ses propres concepts et ses propres implications à la fois scientifiques et sociétales. Comme toujours, quand on démarre dans la vie, c'est au travers d'un parcours
scolaire et universitaire, et celui-là vous marque. Et il est évident que quand on fait des études médicales, que ce soit des études médicales en faculté de médecine ou des études médicales en médecine vétérinaire, on est tout de suite frappé par cette dichotomie qui existe entre le normal et l'anormal. Je n'avais pas encore connaissance de l'œuvre de Canguilhem à cette époque. Le normal, c'est la physiologie, pour aller vite, mais vous savez très bien que ce n'est pas que la physiologie. Et puis, l'anormal, c'est la pathologie. Et puis, entre les deux, on vous présente un tissu flou qui s'appelle la physiopathologie et qui essaie d'expliquer comment nous passons du normal à l'anormal. Et ce qui m'avait frappé dans ces 4 années d'école vétérinaire, j'ai présenté sur cette diapositive l'école vétérinaire de Toulouse, en haut, dans son ancienne implantation, localisation, derrière la gare Matabio. C'est là que j'ai fait ma première année d'école vétérinaire. Et puis la nouvelle école vétérinaire à Saint-Martin-du-Touche, c'est là que j'ai continué les 3 années suivantes. Ce qui frappe donc tout de suite dans ce discours sur la physiopathologie, c'est qu'il est difficile en réalité de se demander si nous n'avons pas affaire là à ce que j'appelle volontiers les contes de fées, des histoires racontées aux enfants pour les apaiser, pour leur faire croire que effectivement les choses se passent de manière logique entre le normal et l'anormal. Alors, ne vous offusquez pas. Bien évidemment, dans le domaine des maladies parasitaires, Monsieur Jolivet, dans le domaine des maladies infectieuses, ce conte de fées est facile à décliner parce qu'il y a un agent causal bien connu, identifiable, que l'on peut caractériser. Et puis, il y a une maladie. On peut décrire les différents liens du parcours entre l'agent causal et la maladie. Mais dès lors qu'il s'agit de pathologies beaucoup plus vagues du point de vue causal, comme par exemple ce qui préoccupait beaucoup le professeur Jules Tournu, dont chacun connaît la verve à l'époque, l'ulcère gastrique du porc. Là, bien entendu, il n'y a plus d'agent causal bactérien, enfin en tout cas on ne connaissait pas encore Helicobacter pylori. Et donc on imaginait des théories, et beaucoup de ces théories, en fait, reposaient sur cette caractéristique non spécifique du monde environnant qui nous entoure et qui retentit sur notre physiologie, ce que Hans Selye a appelé le stress et la théorie du stress. Je dis volontiers que le stress, c'est une réaction à tout faire, au sens qu'elle permet, cette réaction, de décrire, d'expliquer et de justifier. Si je dis que je suis stressé aujourd'hui parce que je présente cette conférence au sein de cette salle illustre, vous comprenez facilement pourquoi je peux être stressé. Et vous comprenez comment je peux décrire l'état dans lequel je suis quand je dis que je suis stressé. Et de la même façon, cette description devient explicative, car si je me mets à bafouiller un peu, vous direz, c'est normal, il était stressé. Et on passe facilement au terme suivant, du mythe à la Lévi-Strauss, justifier, décrire, expliquer, justifier. Et s'il est stressé et qu'il se conduit de cette façon parce qu'il est stressé, peut-être qu'après tout, on pourrait lui donner un peu de propranolol, un tranquillisant agissant à la périphérie pour calmer ce stress. La théorie du stress de Selye, bien entendu, quand elle l'a présentée, n'était pas présentée comme un mythe, elle était présentée comme une théorie biologique permettant de comprendre comment un organisme exposé à des agressions dans son milieu environnant peut passer à travers plusieurs phases pour tenter de s'adapter à ces agressions et ces différentes phases retentissant sur sa capacité de survie. La première phase, la réaction d'alarme,
le temps que tout se mette en place à l'intérieur de l'organisme, les systèmes neuro-hormonaux. Je ne vais pas rentrer dans le détail de la physiologie du stress. Et puis ensuite, la période d'adaptation, au cours de laquelle la résistance de l'organisme s'accroît. Et puis au bout d'un certain temps, quand toute cette affaire continue et que les agressions persistent malgré tout, l'épuisement, parce que l'énergie d'adaptation a été en quelque sorte est arrivée à son terme. Donc voilà l'histoire que nous racontait Ancellier. Et c'est vrai que pour tout ce qui concernait les maladies de production liées au caractère intensif de l'élevage, il était tentant de dire que si les animaux étaient malades, c'est parce qu'ils avaient des difficultés de s'adapter à la fois d'un point de vue physiologique, à la fois d'un point de vue nutritionnel, à cet environnement contraignant qui était celui de l'élevage intensif. Et donc la première partie de mon travail a essayé justement de comprendre ce qu'il y avait dans cette théorie du stress et si on pouvait véritablement à la fois décrire, expliquer et justifier ce qui se passait chez les animaux d'élevage, et ce qui se passe d'ailleurs toujours chez les animaux d'élevage au cours de l'élevage intensif. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet de cette première partie, je voudrais montrer que ce fil conducteur de la théorie du stress, en fait, imprégnait tout mon parcours scientifique. Tout d'abord, restons dans l'élevage, le laboratoire de pharmacologie, la nécessité de traiter ces maladies du stress par des médicaments, les fameux tranquillisants en élevage. Et ce livre, publié à la fin de mon séjour toulousain, avec une préface de Gilbert Jolivet, sur laquelle je reviendrai, le stress en élevage. Et ce stress en élevage qui ensuite, au travers du regard de la société sur l'animal et sur les contraintes exercées par l'élevage intensif sur l'organisme animal, et en plus de cela, sur, d'une manière plus générale, le statut de l'animal, cet ouvrage qui a été préparé et publié par Florence Burga et auquel j'ai collaboré. Les animaux d'élevage ont-ils droit au bien-être? Tout cela correspond en quelque sorte au versant agronomique de mon activité scientifique, mais ce sur quoi j'insiste, c'est qu'il y avait là une filiation véritable avec cette notion de stress et cette nécessité pour moi d'essayer de comprendre ce que veut dire le stress et d'aller au-delà simplement de la sémantique de l'utilisation même du terme de stress. Et à côté de cet aspect purement agronomique, s'est mis en place petit à petit, de manière très complémentaire, des considérations plus de physiologie humaine et de pathologie humaine, et qui donc m'ont amené à considérer non plus le stress, mais ce qui se cache derrière le stress. Très souvent, quand je dis que je suis stressé, en fait, c'est une manière commode de ne pas décrire ce que je ressens et pourquoi je le ressens. Parce que si je vous dis que je suis stressé, vous direz, ah bah oui, c'est normal, il est stressé vu les circonstances. Mais en même temps, je n'ai pas besoin pour autant de décrire ce pourquoi je suis stressé et ce que je ressens véritablement. Ces émotions qui ont fait l'objet de ce petit opuscule aux presses universitaires de France et qui a fait l'objet de plusieurs éditions, correspond en fait pour moi à ce passage du stress, qui est une réaction non spécifique de l'organisme à ce qui l'entoure, aux émotions qui correspondent à des réactions spécifiques, à des stimuli spécifiques. Et les émotions, ça la reste encore du domaine de la physiologie, du domaine du normal. Et bien entendu, ma formation vétérinaire ne pouvait pas me laisser indifférent au versant pathologique des émotions, ce que l'on appelle la psychosomatique. Et c'est donc cet ouvrage publié en 1989 aux éditions Odile Jacob, l'illusion psychosomatique, qui a marqué véritablement mon entrée dans le monde de la psychiatrie et a marqué le début de mes interactions avec les psychiatres
et qui a été à l'origine de tout mon travail sur la relation entre la maladie, au sens d'un événement encore physiologique, et je m'expliquerai là-dessus très bientôt, et la dépression. Donc, commençons par la première époque de cette présentation, avec le versant agronomique. Du stress en élevage au bien-être animal. Je reviens sur la théorie du stress, et je ne vais pas redire ce que j'ai déjà présenté à propos de cette théorie du stress, mais il y avait dans cette théorie du stress une formulation qui était inscrite dans toutes les présentations que faisait Sellier et dans les ouvrages qu'il publiait, le stress de la vie. C'est-à-dire cette idée que cette réaction qui se passe en nous face à des événements contraignants menaçant notre homéostasie, la notion de stress est en fait fille de la notion de la constance du milieu intérieur et la nécessité de défendre cette constance du milieu intérieur par un certain nombre de moyens. Et Sellier avait fait de cette réaction dont il avait observé les manifestations dans des situations de catastrophe médicales, des grandes brûlures, des fractures, des tremblements de terre et la guerre. Et il avait à partir de là bâti une théorie qu'il voulait appliquer à ce qui constitue l'essence même de la vie, c'est-à-dire de la naissance à la mort. De la naissance à la mort en tant qu'organisme doté d'un milieu intérieur, maintenu constant, Claude Bernard, nous devons défendre notre milieu intérieur contre les agressions. Donc le stress démarre au moment de la naissance et se termine au moment de la mort. Et il avait rajouté cette phrase que j'ai mise entre guillemets, ce qui est important n'est pas ce qui nous arrive, mais la manière dont nous le prenons, la manière dont nous le vivons. C'est une très belle phrase, mais qui pour autant, dans la bouche d'un pathologiste, ne veut pas dire grand-chose d'autre que, oui, bien sûr, le stress de Robert Danzer n'est pas le même que le stress de notre président aujourd'hui, ou le stress de ma fille quand elle est face à ses étudiants sur les bancs de l'université de Bordeaux 2 en psychologie. Chacun de nous vit un stress différent. Et en fait, la question qui se trouvait posée à moi et à un certain nombre d'autres collègues était comment cette réponse de stress peut-elle être différente et est-elle aussi invariable que nous le prétendait Sellier et n'est-elle pas, au bout du compte, dépendante de ce que chacun d'entre nous est, c'est-à-dire notre capacité de nous représenter, de percevoir le monde, de nous le représenter et d'agir dans ce monde. Et donc, comment peut-on essayer de donner consistance à cette notion de stress, non plus simplement sous l'angle de la physiologie et de l'endocrinologie, qui était ce qui avait attiré l'attention de Sellier, c'est-à-dire les hormones du cortex surrénalien, mais toute la partie psychologique qui expliquait cette activation des systèmes hormonaux impliqués dans la réaction de stress. Donc, voilà ce à quoi je me suis attelé, en fait, à la station de pharmacologie toxicologie à Toulouse. Et en très peu de temps, j'ai remplacé le stress réflexe à la Sellier, que je représente ici de manière un peu caricaturale, mais qui était quand même l'essence même de la théorie de Sellier. Tout événement perturbe la constance du milieu intérieur, entraîne une contre-réaction physiologique, laquelle cherche à rétablir l'homéostasie par le modèle transactionnel cher aux psychologues et qui en fait a été développé à l'origine par les psychologues Lazarus et Folkman, en particulier aux États-Unis. L'événement n'existe pas en tant que tel, pas uniquement parce qu'il perturbe le milieu intérieur, il existe parce qu'il est perçu et représenté, et qu'il est représenté en fonction de nos ressources personnelles, objectives, aussi bien que subjectives, et dans ces ressources,
Il y a non seulement les ressources personnelles, mais il y a également les ressources de l'environnement dans lequel nous sommes placés, le fameux support, le fameux soutien social. Et tout cela débouche sur un ajustement qui va être une re-évaluation de la situation et des actions vis-à-vis de cette situation, donc un réajustement cognitif et comportemental. Et c'est de cette perception et de cette action que va découler la réaction, la fameuse réaction de stress. Ce schéma, encore fallait-il le montrer, et montrer qu'il s'applique à nos animaux d'élevage, qui ne sont pas de simples objets réflexes qui, à la manière de Descartes, crient parce qu'ils sont programmés pour crier quand on leur fait mal, mais qui sont capables effectivement de percevoir et de se représenter le monde de l'élevage intensif dans lequel ils sont placés. Et vous voyez déjà poindre en pointillé ce qui va permettre le passage du stress au bien-être, puisque dès lors que l'on imagine un animal comme un être vivant et sensible, on ne parlait pas dans les années, à la fin des années 60 et au début des années 70, quand j'étudiais le stress des animaux d'élevage, d'animaux vivants et êtres vivants et sensibles. On parlait d'animaux de production, point à la ligne, mesurés au travers de leur courbe de croissance, au travers de leur production lactée, etc. Mais vous voyez déjà poindre dans cette conception du stress cette notion d'être vivant et sensible. Donc voilà comment dans l'ouvrage « Le stress en élevage intensif » qui résumait l'ensemble de nos travaux à la station de pharmacologie et toxicologie avec Pierre Mormed, nous avons en fait représenté de manière très schématique ce qui se passe, un environnement, l'évaluation cognitive, les possibilités d'action, une réponse hormonale, une réponse comportementale et l'interaction entre les deux. Et juste pour que cela ne reste pas ésotérique, des petits exemples très rapidement pour vous montrer qu'il y a une réalité derrière tout cela et que nous ne sommes pas uniquement dans les mots. Par exemple, d'un côté, ici, en haut, un bovin exposé au chaud, et puis en bas, dans les plaines de l'Illinois, un bovin, un jeune bœuf exposé au froid. Et dans les deux cas, on voit apparaître la réponse cortico-surrénalienne mesurée par les variations de cortisol qui sont représentées en haut à gauche pour le chaud, en bas à gauche pour le froid. Vous voyez, si l'animal est placé directement de sa loge d'élevage dans une cage climatique, dans une chambre climatique qui soit est à 40 degrés ou à 50 degrés, ou bien l'équivalent d'un sauna, ou bien au froid dans un frigo, ou plus bas qu'un frigo. Vous voyez apparaître tout de suite ce pic de réponse cortico-surrénalienne dans les minutes et les heures qui suivent, mais qui est exactement pareil que l'animal soit présenté au chaud, soit exposé au chaud ou au froid. Dans les deux cas, le cortisol grimpe. Mais si on répète cette exposition pendant plusieurs jours, on voit apparaître en fait une réponse qui devient différente suivant la nature du stimulus. Chaud, eh bien, le cortisol finit par chuter par rapport à la ligne de base, alors qu'au froid, le cortisol continue à augmenter par rapport à la ligne de base, mais pas autant qu'il a augmenté la première fois. Et en fait, ce qui se passe la première fois, c'est l'émotion non spécifique, l'éveil non spécifique, l'effroi, en quelque sorte, d'un animal exposé pour la première fois à une situation qu'il ne connaît pas et qui explique cette grimpée rapide et uniforme du cortisol, que ce soit face au chaud, face au froid. En d'autres termes, ce qui détermine la fameuse non-spécificité de la réaction émotionnelle, la réaction de stress, que Sellier décrivait
comme étant liées à la nature même des mécanismes non spécifiques de rétablissement de l'homéostasie, à savoir la mise en place de l'activation sympathique médulo-surrénalienne et hypophyso-cortico-surrénalienne, peu importe le détail de la physiologie, de la biologie. Cette réponse n'est pas non spécifique parce qu'elle est dictée par ses composantes biologiques, elle est non spécifique parce qu'elle est dictée par ses composantes émotionnelles, psychologiques. Et dès lors, on change de paradigme, puisque les questions que l'on se pose, tout de suite, quels sont les facteurs à l'origine des émotions? Ces émotions peuvent-elles non spécifiques, comme ici cet éveil émotionnel, ou bien peuvent-elles être spécifiques? Et dans le cas de nos animaux, les différentes émotions du premier ordre, du deuxième ordre, du troisième ordre, que l'on décrit en psychologie, sont-elles accessibles à nos animaux d'élevage? Et sur le plan biologique, quelles sont les relations entre les aspects comportementaux et les aspects physiologiques de la réponse de stress physiologique, l'élévation de cortisol? Et enfin, pour terminer, comment tout cela est représenté dans le cerveau? Si vous avez lu Damasio, Antonio Damasio, et le retour en quelque sorte de cette importance de ce qui se passe dans le corps sur l'émotion, vous n'êtes bien sûr pas étranger à la notion du fait qu'une émotion se distingue d'un sentiment par le fait qu'elle prend le corps entier. L'émotion prend naissance dans le corps. Et ce corps devient très vocal, très parlant, et c'est ainsi que l'on ressent en émotion quelque chose de violent, beaucoup plus violent, bien entendu, qu'un sentiment. Et donc, par la suite, tout notre travail de recherche consistait à savoir comment s'articuler comportement et physiologie, comment le comportement pouvait retentir sur la physiologie de l'animal et vice-versa, comment la physiologie de l'animal pouvait influencer le comportement. Je n'ai pas le temps de présenter ces travaux dans le détail. Je voudrais juste présenter ce petit exemple, car il a été un moment intéressant de notre recherche, qui est une recherche en quelque sorte sur la naissance des stéréotypies. Ceux qui travaillent sur le porc et qui connaissent bien ce qui se passe en élevage intensif savent que bon nombre d'animaux développent des comportements stéréotypés, c'est-à-dire des comportements répétitifs dans l'environnement appauvri qui leur est fourni. Et toute la question, c'est de savoir quelle est la fonction de s'il y en a une, de ces stéréotypies, ou bien si elles correspondent à une pathologie cérébrale. Et on a voulu essayer de savoir si ces stéréotypies ne naissaient pas en fait de la nécessité pour l'animal d'essayer de contrôler ce milieu. Et pour cela, nous avons soumis des porcelets dans ce dispositif représenté à gauche de la diapositive à une situation relativement frustrante. Les animaux sont privés de nourriture, maintenus à 90% de leur poids corporel en ligne de base, et ils reçoivent de la nourriture toutes les 4 minutes de manière régulière, sans qu'ils puissent modifier par leur comportement le rythme de distribution de l'aliment. Et ils ont simultanément une chaîne qui pend du plafond. Et quand on regarde ce qui se passe du point de vue de leur activité comportementale, pendant les 4 minutes, donc ici ce qui est représenté c'est le temps, et sur l'axe vertical, c'est la fréquence des différents comportements. Ça, ce sont les comportements de prise de nourriture. La nourriture vient d'être distribuée ici au temps zéro. Les animaux mangent et puis ils s'intéressent à l'auge dans laquelle la nourriture est tombée. Et puis ensuite, une fois qu'ils ont fini de manger, ils se mettent à manipuler la chaîne avec beaucoup d'entrain. Et ensuite, au fur et à mesure que le temps passe, ils redirigent leur attention vers le dispositif qui va leur permettre d'obtenir la nourriture. En quelque sorte, ils comblent le temps disponible entre la première prise de nourriture et la prise de nourriture suivante par cette activité de substitution
qui consiste à bordier la chaîne. Et cette activité de substitution, en fait, a une importance physiologique pour ces animaux, car si on mesure leur cortisol plasmatique, ici voici la ligne de base, vous voyez que les animaux ont une élévation de cortisol par rapport à ce qui se passerait normalement dans l'horloge. Et si on mesure à la fin de la séance, j'essaye de retrouver ma flèche, mais j'ai du mal, sur la colonne de droite, sur la colonne de droite, vous avez ce qui se passe si les animaux n'ont pas de chaîne, et au milieu, c'est le cortisol si les animaux ont accès à une chaîne. Et vous voyez que quand les animaux ont accès à une chaîne, en fait, ils arrivent en quelque sorte à diminuer leur niveau d'activation physiologique, comme si cette activité de substitution leur permettait de diminuer la frustration qu'engendre cette situation de distribution de nourriture. À l'époque, nous n'étions pas très doués à la station de pharmacologie toxicologie, nous ne sommes pas mis en rapport avec INRA-valorisation, nous n'avons pas pensé à commercialiser, suivant les principes du professeur Manzer, ce dispositif qui depuis est répandu dans tous les élevages, soi-disant pour permettre aux animaux de s'engager dans des activités naturelles. Et vous voyez qu'en fait, il y a non seulement une chaîne, mais qu'en plus de ça, cette chaîne est articulée de ce petit objet en caoutchouc très dur, lequel varie en couleur et varie par la senteur à laquelle il est associé. Cela va de la truffe à la fraise, à la framboise, en passant par, je ne sais trop quoi, le chocolat, et pour les porcs irlandais ou écossais, le malt, bien sûr. Je passe sur la suivante car je n'ai pas le temps. Et je voudrais maintenant donc passer à cette deuxième partie de la recherche du volet agronomique de ce travail qui est plus récent donc, et qui est celui qui actuellement imprègne encore l'INRA de toutes les préoccupations de bien-être animal. Gilbert Jolivet, qui avait préfacé avec brio l'ouvrage Stress en élevage intensif, avait écrit dans cette préface cette importance de la relation entre le stress et la notion d'inconfort. Et cette nécessité, en fait, de rattacher cette notion d'inconfort aux caractéristiques de l'environnement, d'oublier la non-spécificité de la réaction de stress pour mieux comprendre ce à quoi l'animal, dans l'environnement de l'élevage intensif, répond. Et comme je vous le présentais dans ces recherches sur le stress, on avait en fait, au travers de ces recherches, tout un répertoire de réponses qui étaient ces interactions entre le comportement et la physiologie. Et donc on pouvait décrire avec beaucoup d'objectivité la façon dont les animaux appréhendent leur milieu, le milieu dans lequel ils sont placés. Et donc commencer à répondre à cette question importante sur le plan de l'élevage intensif, et de savoir quels sont les facteurs de l'élevage, qu'il s'agisse de l'environnement physique ou social, qui sont à l'origine d'un inconfort ou d'un stress, et comment peut-on diminuer la sensibilité des animaux à ces facteurs par des moyens qui soient des interventions d'ordre pharmacologique à l'époque, quand nous avons démarré, ou bien des moyens génétiques, ou bien en agissant sur l'environnement, au travers du travail des ergonomes, en considérant que les animaux, tout compte fait, sont des ouvriers, donc qui sont confrontés à une tâche bien particulière, produire de la viande, produire des œufs, produire du lait, et qu'ils le font dans un environnement qui doit être adapté à leur morphologie. Ça paraît très bête, mais c'est vrai, et que cet environnement donc, doit tenir compte de la façon dont ces animaux sont capables d'agir à l'intérieur de l'environnement. Comment une vache se lève, comment une vache se couche, pareil pour une truie, etc. Tout ce travail des ergonomes. Et donc tout cela a donné naissance, au travers de la communauté européenne, à toute une série de colloques qui ont été mis en place au niveau européen et qui ont réuni l'ensemble des chercheurs agronomes, vétérinaires,
essentiellement, travaillant sur ces questions, ont créé un véritable réseau bien avant que se mettent en place des réseaux financés par la communauté européenne sur le plan scientifique. Et ont donc eu lieu ces colloques, et j'ai participé d'abord en tant que scientifique, ensuite en tant que membre du comité vétérinaire européen à Bruxelles, à ces travaux, et un certain nombre d'entre eux ont eu lieu, dont celui que je vous présente ici, publié dans les Annales de recherche vétérinaire, au travers d'un colloque qui avait été organisé à la station de Rennes avec Méomètre, que beaucoup d'entre vous connaissent ici, et qui bien entendu concernait les recherches sur le bien-être des truies en contention. Et j'ai juste extrait la préface, un petit morceau de la préface de ce numéro spécial des Annales de recherche vétérinaire pour vous montrer quel était le débat qui à l'époque nous occupait, qui était bien entendu celui de l'harmonisation des critères. À partir de quels critères peut-on définir la notion de bien-être, et sachant que ces critères vont définir de manière rétrospective ou rétroactive ce qui va être acceptable ou non en matière de pratique d'élevage. Donc vous voyez bien qu'il ne s'agit plus seulement d'une recherche, mais que tout à coup, les acteurs de ces recherches se trouvent projetés dans le monde social en tant que responsables d'une vérité, entre guillemets, qui va déboucher sur l'acceptable et l'inacceptable en matière de production animale. Les codes de protection européenne sur les animaux d'élevage, que ce soit le canard à gaver, que ce soit les animaux à fourrure, que ce soit les truies, etc. Enfin, c'est dans ce contexte-là, dans les années 80, que se sont mis en place tous ces travaux auxquels j'ai participé avec bon nombre de mes collègues et qui nous ont amenés à la fois à collaborer et à nous accrocher de temps en temps avec nos collègues de la direction de la qualité. Mais en fait, très rapidement, fort heureusement d'ailleurs, nous avons fini par arriver à la question essentielle qui est, au bout du compte, tous ces animaux dont nous parlons, tous ces animaux que nous élevons, tous ces animaux qui sont soumis, je ne dirais pas au caprice, mais à la volonté de l'homme. Que représente-t-il véritablement? Et quel est notre devoir en tant que citoyen, en tant qu'être humain, vis-à-vis de ces animaux, cette fois-ci présentés comme êtres vivants sensibles, mais non plus uniquement comme objet de production. Et vous voyez bien apparaître là ce véritable changement de paradigme, qui n'est plus l'animal producteur, mais l'animal être vivant et sensible auquel on demande de produire. Et derrière toute cette problématique scientifique et technique qui est représentée sur cette diapositive, que recouvre exactement cette notion de sensibilité. Qu'est-ce que cela veut dire qu'un animal est un être vivant et sensible? Il y a un rapport qui va être discuté très prochainement, comme vous nous l'avez rappelé hier, sur la conscience animale. Quels sont les états de conscience accessibles aux animaux d'élevage? Dans quelle mesure peut-on parler d'état de conscience entre un poulet de batterie, une truie dans son environnement, et puis un animal dans un jardin zoologique, ou un simple animal domestique, le chat ou le chien, à l'intérieur du foyer domestique? Quels sont les états de conscience qui sont accessibles à nos animaux, et quelle est l'influence de l'environnement sur cette
sur ces processus mentaux qui sous-tendent le bien-être, avec Florence Burga, qui n'a pas été recrutée uniquement à l'INRA comme prétexte, mais pour nous aider à réfléchir quelle est la place de la notion de bien-être animal dans les conceptions philosophiques et éthiques de notre relation avec le monde vivant, comment les consommateurs, les distributeurs et les éleveurs eux-mêmes se représentent-ils la notion de bien-être, et peut-il y avoir convergence entre les différents points de vue. Et bien entendu, je ne vais pas parler des éleveurs, mais de manière plus générale, la profession, comment la profession intègre-t-elle la notion de bien-être. Et vous vous rendez bien compte là qu'un chercheur tout seul, qu'il soit à Toulouse ou à Bordeaux, ou éventuellement avec son équipe, ne peut pas répondre à tout cela. Et dès lors a été mise en place, sous l'impulsion de Joseph Bonner, ce programme bien-être animal, agri-bien-être, qui persiste encore à l'INRA et dont la vocation a été de rassembler autour de cette question tous les chercheurs concernés au travers des différents champs disciplinaires qui étaient sollicités, aussi bien l'économie, la sociologie, la philosophie, la physiologie et les disciplines de production, les instituts techniques, pour servir en quelque sorte d'outils de réflexion et, si possible, de décision en matière d'action dans le domaine du bien-être. Donc ce programme s'est mis en place au début avec la collaboration d'Isabelle Bessier et de Frédéric Lévy, et comme vous le savez, il continue actuellement avec Alain Boissy. C'est quelque chose qui est né en fait de ce changement de paradigme. Sur le plan scientifique, cela nous a amené à réfléchir sur la notion d'émotion et vous voyez dans cet article que j'essayais déjà de mettre en place à l'époque. L'article date de 1900, je ne sais plus combien, je ne vois pas l'année, que représente véritablement une émotion et quelles émotions sont accessibles à nos animaux d'élevage. Et puis, simultanément, donc avec Florence Burga, que j'ai déjà citée, qui est parmi nous aujourd'hui, cette question importante de savoir si les animaux d'élevage ont droit au bien-être, avec, une fois de plus, dans l'introduction à l'ouvrage, cette notion essentielle, la question du bien-être animal n'est pas uniquement restreinte aux aspects technologiques, mais elle débouche sur un débat de société où différents points de vue s'expriment, et non seulement différents points de vue s'expriment, mais ils peuvent également s'affronter. Car, bien entendu, s'agissant de points de vue, il peut y avoir des accords, et certains points de vue ont été considérés comme obscurantistes, comme renvoyant l'investissement de l'INRA dans le domaine du bien-être animal à celui de l'anti-science. Et on comprend facilement ces réactions négatives. Je ne prétends pas aujourd'hui trancher le débat. Je veux simplement vous permettre de comprendre qu'il y a, par nécessité, un débat de société sur ces questions. Donc voilà la première époque, qui est l'époque agronomique de ce versant de mon travail scientifique. J'ai essayé de le replacer dans une perspective scientifique à partir de la notion de stress, et j'ai essayé aussi de vous montrer qu'il y avait là une richesse beaucoup plus grande que ce que je pouvais soupçonner initialement, et cette richesse qui m'est apparue au fur et à mesure que ces travaux se sont déroulés
a été pleinement intégrée au sein de l'INRA, elle continue. Et personnellement, j'en suis très heureux, même si je m'en suis éloigné à la fois géographiquement et scientifiquement. Et si vous voulez bien, je voudrais qu'on discute maintenant de cette partie-là. Je vous laisse mener le débat. Merci. Qui souhaite intervenir? Il doit y avoir beaucoup de questions, vu tous les problèmes qui ont été soulevés et qui agitent également la section, qui ont fait l'objet de débats à l'intérieur de la section, en ce qui concerne le bien-être animal ou l'animal à être sensible. Madame. Oui, si vous voulez bien. Muriel Dunier de l'INRA, donc au siège à Paris. Comme certains d'entre vous le savent, puisque notre pilote scientifique, Pierre Lenindre, est venu vous faire une présentation sur l'expertise collective conscience animale il y a quelques mois, l'INRA donc, a sorti une expertise collective sur la conscience animale en 2017, qui était une commande de l'EFSA, l'autorité européenne de sécurité alimentaire, donc à Parme, un financement, donc un contrat avec l'EFSA, et donc les conclusions de cette expertise collective et les pistes de recherche qui ont été issues de ce travail suite à une discussion avec des scientifiques du CNRS, de l'ANSES, l'INRA, enfin, lors d'une restitution le 9 mars, font que le département santé animale de l'INRA actuellement prend en compte ces pistes de recherche et commence à lancer un groupe de réflexion sur la conscience animale, donc avec des projets en 2018, et donc il y a un travail et une réflexion sur conscience animale à l'INRA. Voilà, c'était une information que je voulais vous délivrer, puisque bon, c'est pas très connu hors des circuits INRA. Oui, la section avait eu une séance consacrée à ce sujet. Mais M. Danzer, est-ce que vous faites un lien entre émotion et conscience? Oui, bien sûr. Mais cela va au-delà, car en fait, au travers de la conscience, on trouve poser une autre question qui est celle de la relation entre émotion et cognition. C'est-à-dire, nous voyons, pour faire simple et aller vite, nous voyons souvent comme des esprits qui sont capables de raisonner de manière rationnelle, alors que chacun sait que la plupart de nos choix sont des choix qui sont dictés par des aspects très, très émotionnels. Et en fait, la conscience que nous avons n'est pas une conscience purement gratuite. Je dis volontiers qu'il ne faut pas oublier que le cerveau est le produit de l'évolution et que la meilleure façon qu'a trouvé l'organisme de maîtriser son monde environnant a été de se projeter dans le monde environnant au travers d'une représentation de ce monde environnant, et non seulement d'une représentation du monde environnant, mais d'une représentation de nos possibilités d'action vis-à-vis de ce monde environnant. Et c'est cela qui constitue l'élément essentiel de la conscience, le premier élément. Sans rentrer dans le débat sur la conscience animale, la conscience n'existe pas. Il y a des états de conscience nombreux. Et un des premiers états de conscience est effectivement la capacité de représentation. Et cette capacité de représentation, elle n'est jamais une capacité froide, c'est une capacité chaude, c'est-à-dire qu'à chaque élément de représentation, j'attache la notion j'aime, j'aime pas. C'est déjà un début d'émotion, c'est l'appétitif versus l'aversif. Merci. Autre question? Jeanne Gros-Claude. Jeanne Gros-Claude. Je voulais savoir s'il y a eu des études spécifiques sur le stress des animaux en expérimentation animale. Parce qu'on s'efforce généralement, moi-même, bon, je ne vais pas dire sur la conscience, mais à mon actif, parce que je le prends de manière positive, la triste fin de milliers de petits rongeurs. Donc, on s'efforce toujours de mettre les animaux, c'est profondément
peut-être schizophréniques, mais on s'efforce de mettre les animaux dans les meilleures conditions de confiance et de non-stress, parce qu'autrement, très pragmatiquement, ça brouille complètement les réponses qu'on attend. Donc je voudrais savoir s'il y a eu des études objectives sur ce problème d'expérimentation animale et du stress des animaux. Oui, merci pour votre question. J'ai eu la surprise d'être invité, quand j'étais encore à Bordeaux, à un congrès de primatologie, car effectivement, ceux qui travaillent sur les primates de laboratoire, dits de laboratoire, commençaient à se poser la question des conditions d'élevage de ces primates. Et ils se tournaient vers ceux qui s'étaient déjà posé la question vis-à-vis des animaux d'élevage pour savoir très précisément comment ces questions-là avaient été posées et comment elles avançaient. Donc effectivement, d'une certaine façon, ce que je suis en train de vous dire, c'est que les questions sur le bien-être des animaux d'expérimentation se sont posées beaucoup plus tard que les questions sur le bien-être des animaux d'élevage. Et cela parce qu'en fait, les questions sur le bien-être des animaux d'élevage sont issues, comme j'essaie de vous montrer, de problèmes de production. Ainsi, initialement, le stress en élevage, on ne s'est pas intéressé au stress en élevage parce que on avait ce côté humanitaire pour nos animaux d'élevage, mais bien parce qu'il y avait casse au niveau de... Je me rappelle, j'évoquais hier soir avec Gilbert Jolivet et Joseph Bonnemer, ces porcs que l'on regardait droit dans les yeux et qui tombaient raides, le fameux stress du porc sensible, qui plus tard a été caractérisé comme sensible à la lotane. On avait véritablement du dégât, mortalité et morbidité en élevage liées aux conditions dites de stress. Mais les animaux expérimentaux, bon, peu importe dans la mesure où il suffit de leur inoculer une bactérie ou un virus ou une tumeur, et puis ils font ce qu'ils sont censés faire, c'est-à-dire être l'objet d'une expérimentation, et peu importe leur bien-être. Donc tout ça change, mais pas suffisamment encore, et je suis bien placé pour en parler parce que travaillant dans un centre anticancéreux, où l'animal, la souris essentiellement, est l'objet de bon nombre de greffes de tumeurs humaines ou de tumeurs spontanées produites par des mutations génétiques. Nos collègues vétérinaires, spécialistes des conditions animales, n'ont pas encore compris que la thermoneutralité des souris, c'est à 30 degrés, c'est pas à 20, 22 degrés, comme la thermoneutralité de l'être humain. Si bien qu'on est en train, maintenant que l'on commence à s'intéresser non plus seulement à la sensibilité des tumeurs, à la chimiothérapie ou à la radiothérapie, mais en fait au métabolisme de la tumeur elle-même et à l'interaction entre le métabolisme de la tumeur et le métabolisme de l'autre, on est en train de se rendre compte qu'en fait, on est dans un monde qui est un monde complètement artificiel, car les animaux qui ont des tumeurs sont des animaux qui subissent un stress thermique, car ils sont élevés à 22 degrés, au lieu d'être élevés à 30 degrés. Et tous les travaux sur la cachexie, qui est, comme vous savez, un gros problème en cancer, qui ont été réalisés chez l'animal, sont totalement empreints de cette illusion qu'il y a des mécanismes qui en fait sont dus au problème de lutte par la souris contre cette température qui est beaucoup trop faible pour elle. Donc on n'est pas encore à l'optimum. On est loin de l'optimum. Bien, si vous voulez, on va avancer. Je continue. On ne va pas tout à fait quitter l'INRA parce que dans cette recherche biomédicale qui était menée en parallèle à l'intérieur du laboratoire, aussi bien à Toulouse qu'à Bordeaux, à l'université de Bordeaux, avec le concours de l'INRA et de l'INSERM, puis du CNRS. Cette recherche, en fait,
a également servi à inspirer un élément très important du travail à l'INRAS dans le cadre de l'alimentation humaine. Vous connaissez bien le fameux trépied qui, je pense, a été introduit grâce à l'impulsion de Pariotan, dont la mémoire a été évoquée hier, le fameux trépied de l'INRA, dans lequel l'alimentation a acquis une valeur importante, puisque c'était un des éléments essentiels du trépied. Et donc, je vais y arriver. Mais avant d'y arriver, je voudrais simplement essayer d'esquisser cette notion, revenir sur cette notion d'anormal, de normal et d'anormal. Dans la théorie du stress, l'anomalie est inscrite dans la théorie du stress, au travers de la métaphore de la chaîne. Je présente ici un petit bateau, enfin un catamaran aux Antilles avant que ça batte le dernier ouragan. Et la chaîne à laquelle est attaché ce bateau, c'est son corps mort. Et vous savez très bien que cette chaîne s'use, elle s'oxyde dans le milieu marin, et qu'elle va finir par casser au niveau de son élément le plus faible, la métaphore de la chaîne. Et ça, c'est la théorie du stress appliquée aux maladies. Notre organisme, subissant des contraintes, se trouve comme la chaîne sans cesse soumise à des agressions et à des tensions, et se produit une usure, et cette usure va se manifester par une pathologie d'organe qui va être l'organe le plus faible pour des raisons génétiques ou acquises. Donc la métaphore de la chaîne. Notez en passant que les psychanalystes, eux, préfèrent une métaphore beaucoup plus intellectuelle qui est que l'organe qui cède a en fait une valeur symbolique, le plus souvent par rapport à la relation parentale, en particulier avec la relation avec la mère. Mais ça, c'est encore une autre histoire. En fait, quand on s'intéresse à tout cela, d'un peu plus près, toujours par une recherche d'ordre scientifique, ce dont on s'aperçoit, c'est que si l'on reprend cette question de la relation entre le normal et l'anormal, il faut que je parle plus dans le micro, si l'on reprend cette question de la relation entre le normal et l'anormal, en la ciblant sur un organe qui est très important dans la résistance de l'organisme aux agressions micro-organismes, parasites, bactéries, virus, champignons, à savoir le système immunitaire, eh bien on s'aperçoit qu'effectivement, ce qui se passe dans le cerveau, représenté ici en jaune, et ce qui se passe dans le système immunitaire fonctionne en miroir, c'est-à-dire que si on modifie le paradigme expérimental que je vous ai présenté précédemment, les influences du milieu environnant sur l'axe hypothalamo-hypophysiocortico-surrénalien, mesuré au travers du cortisol par le fonctionnement de l'organisme vu au travers du fonctionnement du système immunitaire, eh bien ce système immunitaire porte en lui, dans son fonctionnement, ce qui se passe dans notre cerveau. Ce système immunitaire va être soumis à la fluctuation de nos émotions au travers de l'influence du système nerveux sympathique et des facteurs neuroendocriniens du stress. On peut changer la résistance aux micro-organismes pathogènes au travers de stress, soit pour l'augmenter, soit pour la diminuer. Mais en fait, cette relation entre le cerveau et le système immunitaire, quand on essaye d'y réfléchir de manière plus précise que simplement décrire au niveau du système immunitaire l'impact des émotions, donc savoir comment notre corps subit les agressions du milieu environnant. Quand on essaye d'aller plus loin et qu'on met tout cela dans le contexte d'une physiologie comparée, eh bien on ne peut pas s'empêcher de se poser la question de savoir si au bout du compte,
le système immunitaire qui fait l'objet d'une modulation par le système sympathique médulo-surrénalien et par le système hypophyso-cortico-surrénalien, ne bénéficie pas de cette modulation pour se réguler comme n'importe quel autre organe à l'intérieur du corps. Pensez au cœur. Mon cœur est capable, si je l'isole du restant de l'organisme et je le mets dans une cuve à organe isolé, il fonctionne parfaitement comme une pompe et il fonctionne très bien. Mais dans l'organisme, il fonctionne comme une pompe et en plus de ça, il fonctionne en temps réel et en temps anticipé par rapport à ce que je fais et ce que j'ai à faire. Et il est capable de faire cela, fonctionner en temps réel et en temps anticipé au travers des influences nerveuses, le sympathique et le parasympathique, auxquelles il est soumis. Peut-être qu'il en va de même pour le système immunitaire qui, les travaux des neuroimmunologistes l'ont montré, est innervé, tout comme n'importe quel autre organe dans le corps. Et peut-être que cette innervation permet en fait au système immunitaire de s'ajuster à la fois en temps réel et en temps anticipé à ce que va être l'environnement pathogène de l'organisme. Et effectivement, on a pu démontrer que c'était le cas et que ce système immunitaire était bien innervé par le sympathique et le parasympathique, essentiellement par le sympathique, et qu'il était capable de réagir et à la fois en temps réel et en temps anticipé par rapport à une blessure potentielle quand l'animal est engagé dans une réaction de peur et se met à courir. Eh bien, il y a mobilisation de l'ensemble des cellules de l'immunité innée et d'une certaine catégorie de lymphocytes qui vont aider à combattre l'infection si jamais il y a une brèche dans les muqueuses ou dans la peau à la suite d'une blessure. Donc cela veut dire que comme n'importe quel autre organe, le système immunitaire peut être régulé. Mais pour qu'il soit régulé, encore faut-il qu'il puisse, ce système immunitaire, communiquer à l'organe qui le régule, le cerveau, l'information concernant son état. Pensez à un radiateur. Un radiateur ne peut fonctionner de manière régulée que s'il est capable de sentir la température, la chaleur qu'il émet, et par l'intermédiaire du thermostat, activer ou éteindre le courant. C'est un système régulé en feedback. Donc, peut-être qu'il en va de même pour la relation cerveau-système immunitaire. C'est-à-dire qu'au bout du compte, si le cerveau a établi des relations avec le système immunitaire, ce n'est peut-être pas tellement parce que le système immunitaire peut agir en fonction des informations que lui envoie le cerveau, mais peut-être parce que le système immunitaire a besoin du cerveau pour faire un certain nombre de choses qu'il n'est pas capable de faire tout seul. Le système immunitaire existe dans notre corps pour nous défendre contre les organismes pathogènes. Mais n'importe quel pathologiste vous dira ce n'est pas uniquement une réaction immune qui se passe au sein de notre corps quand nous sommes exposés à un micro-organisme pathogène. C'est une réaction complète qui est décrite ici comme la réaction, le comportement de maladie. Les 3 épisodes de la vie de ce chien. À gauche, notre chien en bon état de santé, remuant la queue, s'intéressant à ce qui se passe dans son environnement et rencontrant dans son environnement, soit par l'intermédiaire de la nourriture, soit par d'autres moyens d'infestation des micro-organismes pathogènes. Ce chien devenant malade, et malade montant le signe essentiel de la maladie, qui est la fièvre, l'augmentation de la température corporelle, qui, comme vous le savez, est une réaction adaptative, aussi adaptative que la réaction de peur face à un danger physique, adaptative parce que à la température corporelle
que nous atteignons au cours de la fièvre, presque toutes les multiplications cellulaires sont arrêtées et simultanément se mettent en place à l'intérieur de l'organisme sous l'effet des molécules qui déclenchent la fièvre, un certain nombre de réactions biochimiques qui sont à l'origine du complément et de l'importance du complément dans la réponse immune. Et puis tout cela débouchant, fort heureusement pour l'humanité et puis également l'animalité, sur la guérison, car nous n'avons pas attendu les vaccins et les antibiotiques pour survivre aux infections auxquelles nous sommes exposés. Nous avons pu survivre grâce à cette réaction de fièvre. Et donc, vous voyez apparaître ici un élément très important qui est que pour que tout cela fonctionne, il faut que le système immunitaire puisse recruter le cerveau qui, lui, va modifier le set point, le fameux point de consigne de la température corporelle pour déclencher la fièvre, en même temps qu'il va réorganiser la perception et l'action. Quand je suis malade, je ne vois plus le monde de la même façon. Le monde environnant n'existe plus. Le chèvre qui est sur lui-même, il n'y a qu'une seule chose qui compte, c'est le corps malade. Et ce corps malade, donc, devient l'objet essentiel de mes préoccupations. Cela sous l'action de ce qui est libéré par le système immunitaire, les cytokines, produites par les cellules de l'immunité innée, et ce sont elles donc, qui sont responsables de cette transition de l'état de santé à l'état de maladie. Mais attention, car si je vous ai dit tout à l'heure, c'est exactement, d'un point de vue métaphorique, la même chose que la réaction de peur face à une agression physique, un danger réel ou imaginé. Cela veut dire que cette réaction de maladie, ce comportement de maladie, c'est quelque chose de normal dans l'économie d'un organisme, puisque c'est une adaptation d'un organisme face à une situation nouvelle, et qui, normalement, cette adaptation débouchant sur une réaction permettant de maîtriser les micro-organismes pathogènes, permet le retour à la normale. Donc nous ne sommes pas encore là dans la pathologie, nous sommes dans le normal. Quel normal? Je passe très vite parce que cette biologie, simplement, implique que, à gauche, ce qui se passe dans l'immunité innée, c'est-à-dire macrophages, monocytes, le décodage des agents pathogènes par les récepteurs présents sur ces cellules, qui a donné l'objet du prix Nobel, un des derniers prix Nobel français avec les récepteurs Toll, débouchant sur les molécules inflammatoires périphériques, ces molécules inflammatoires périphériques agissant sur le cerveau, mais ne rentrant pas dans le cerveau. Ce n'est pas du cortisol, là. Le cerveau, en fait, voit ce qui va se passer dans le système immunitaire grâce à des voies de communication, et en particulier grâce aux nerfs afférents. Songez à la réaction inflammatoire. Les 4 signes cardinaux de la réaction inflammatoire que nous apprenons sur les bancs de l'école: rougeur, chaleur, tuméfaction, douleur. 4 signes cardinaux. Dans ces 4 signes cardinaux, il y en a 2 qui sont sensoriels: chaleur et douleur. Cela veut donc dire que le cerveau sait qu'il y a une inflammation. L'inflammation est transmise au cerveau par l'intermédiaire des nerfs afférents. Et en fait, ce que nous avons montré, l'originalité de ce que nous avons montré, est que non seulement cette sensorialité décode immédiatement la réaction inflammatoire et la représente au niveau cérébral, mais qu'en même temps, la composition chimique de la réaction inflammatoire va être également représentée au niveau cérébral, et que dans le cerveau, les cellules résidentes de l'immunité innée, qui s'appellent les cellules microgliales, vont en fait reconstituer à l'intérieur même du cerveau ce que font les cellules de l'immunité innée au lieu de l'infection, et recréer une représentation, mais cette fois-ci c'est pas métaphorique, une représentation cellulaire
les cellules de l'immunité innée du cerveau, et moléculaires, les cytokines inflammatoires produites par ces cellules à l'intérieur du cerveau, qui vont organiser différentes phases du comportement, différentes composantes du comportement de maladie, dans sa composante cognitive et comportementale, représentation du monde, le corps, et comportemental, le comportement de maladie, le repliement sur lui-même, ne plus manger, ne plus boire, ne plus s'intéresser à ce qui se passe, et son accompagnement métabolique et endocrinien. Changement de paradigme, une fois de plus. Nous avons appris, là aussi sur les bancs de l'école, que être malade, c'est exprimer et ressentir cet état de faiblesse, qui est celui qui permet au vétérinaire, quand il arrive, quand on lui présente un chat ou un chien qui arrive dans l'exploitation, de tout de suite reconnaître l'animal malade au travers de son comportement différent de celui des autres. Et ça, c'est l'interprétation médicale habituelle. L'état de faiblesse est une fonction directe de l'intensité de la réaction inflammatoire. Mais en fait, c'est comme c'est organisé dans le cerveau, mais c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Ce qui se passe, en fait, c'est que cet état inflammatoire, cette maladie, est un véritable comportement motivé. Et quand je dis motivé, c'est le terme motivation avec la signification psychologique de ce terme, c'est-à-dire la représentation et l'action. Un état central, un état cérébral qui organise nos perceptions, nos représentations et nos actions. Et donc, en fait, ce qui va se passer chez l'individu malade n'est pas uniquement fonction de cette inflammation induite par le micro-organisme pathogène, mais bien par cette interaction entre les micro-organismes pathogènes et les contingences environnementales. Je ne résiste pas au plaisir de vous montrer l'expérience qui nous a permis de démontrer cela, car ça a été véritablement une expérience clé. Nous avons utilisé des petites souris dont la seule chose importante était, s'agissant de souris venant de mettre bas une portée, de mère, s'occuper de la portée. Pour une souris mère, la seule chose importante, c'est les petits. Les petits qu'il faut protéger, qu'il faut nourrir. Donc ça, c'est ce qui constitue le comportement maternel, sous-tendu par une motivation maternelle, elle-même sous-tendue par un état hormonal bien connu. Et nous allons nous amuser à jouer des tours à cette souris au laboratoire en la rendant malade. Alors normalement, une souris en bonne santé, quand les petits viennent téter, elle arque son corps pour permettre aux souriceaux d'accéder aux mamelles. Quand les petits se dispersent à l'intérieur de la cage, elle les ramène un par un en les prenant dans la gueule pour les ramener au niveau du nid. Et puis quand on enlève le nid, qu'on lui a permis de construire en lui fournissant de la laine, elle va reprendre cette laine qu'on lui donne et refaire un nid. Donc ça, ce sont des éléments du comportement maternel. D'une part, l'allaitement, la présentation active des mamelles aux souriceaux, et d'autre part, ramener les souriceaux au nid et la construction du nid. Ces éléments du comportement maternel, on va maintenant les soumettre à la maladie, c'est-à-dire qu'on va rendre cette souris malade en lui injectant une endotoxine d'Escherichia coli qui va déclencher une réaction fébrile. Et ces animaux sont testés à la thermoneutralité de laboratoire que j'évoquais précédemment, 24 degrés. Et on s'aperçoit que la souris va aller dans son coin, elle est malade, repliée sur elle-même. Les souriceaux essayent de téter, la mère ne répond pas aux stimulations des souriceaux, du moins pas apparemment. Mais si par contre on prend les souriceaux, qu'on les disperse dans la cage, et qu'on enlève le nid pour donner à la mère de la laine, pour refaire un nid, et bien à 24 degrés, tout de suite, elle va émerger de son comportement de maladie pour ramener
avec difficulté parce qu'elle a mal aux articulations et aux muscles sous l'effet de l'inflammation. Elle va ramener lentement mais sûrement, une par un les soubresauts au niveau de la laine. Mais elle ne va pas à 24 degrés faire de lit. Et si on augmente encore les contingences environnementales, les contraintes environnementales, en donnant à la souris les mêmes stimulations, mais dans un environnement à 6 degrés, mettant la cage sur un lit de glace, eh bien, non seulement la mère va se précipiter beaucoup plus vite pour aller ramener les soubresauts au niveau de la laine, mais elle va utiliser la laine pour reconstruire un nid qui est aussi efficace que le nid qu'elle construit normalement. Donc vous voyez que ce qui se passe au niveau de la maladie est bien fonction non pas uniquement de la quantité d'organismes pathogènes à laquelle nous sommes exposés, mais bien à ce qui se passe également dans d'autres environnements. Donc la maladie devient comportement, et en fait nous avons mis le doigt, et c'était cela l'originalité du travail, sur une nouvelle motivation qui n'avait jamais été décrite. On connaît la faim, on connaît la soif, on connaît la peur, on connaît un certain nombre de motivations, mais on ne connaissait pas la maladie en tant que motivation. Alors à partir de là, je reste encore au niveau de l'INRA. Bien sûr, quelle est la question qui se pose? Comment cet état de maladie menace-t-il notre bien-être? Et comment cet état de maladie devient-il pathologique? La fréquentation des philosophes m'a amené, quand je me pose une question, à essayer de trouver la réponse parmi leurs œuvres. René Le Riche donne une excellente définition de la santé, qui est bien meilleure que celle de l'Organisation mondiale de la santé, à savoir la santé et la vie dans le silence des organes. Pour nous autres qui vieillissons lentement mais sûrement, vous savez très bien ce que cela veut dire que la vie dans le silence des organes. Et il continue en disant qu'effectivement la santé, c'est cette capacité que nous avons à tout moment de faire ce que nous voudrions faire, sans aucune contrainte exercée par notre corps sur ses possibilités d'action. Et puis, Georges Canguilhem, au travers de cette autre définition de la santé, être en bonne santé, c'est pouvoir tomber malade et s'en relever, qui introduit bien évidemment cette notion de réversibilité qui est centrale à la pathologie. La pathologie, c'est ce qui est irréversible et qu'il faut rendre réversible à nouveau au travers de la pratique médicale. Alors, à l'INRA, que fait-on de tout cela? C'est très facile. En fait, cette inflammation n'existe pas uniquement de manière occasionnelle. Pour beaucoup d'entre nous, quand nous sommes exposés à une inflammation, à des organismes pathogènes, il existe au travers de notre microbiote, il existe au travers de cette inflammation chronique à bas bruit qui est présente chez bon nombre d'entre nous. Et tout ce circuit, qui est le circuit normalement de la maladie, qui intervient dans des circonstances exceptionnelles, risque de se trouver en fait mobilisé de manière chronique par cette inflammation chronique à bas bruit pour entraîner souffrance et mal-être. Et dès lors, on peut imaginer d'agir, que ce soit sur l'inflammation, la partie périphérique, ou que ce soit sur le cerveau, pour préserver le bien-être. Et cela au travers, non pas des médicaments, mais au travers de l'alimentation. Les antioxydants, les PUFA, les fameux oméga 3, par rapport aux oméga 6, etc. Tout ce qui est capable d'agir sur le système immunitaire.
Et donc, c'est à ce moment-là qu'a pu se mettre en place, dans la prolongation de nos travaux sur le comportement de maladie à Bordeaux, la phase que connaît actuellement le laboratoire Nutri de je sais comment, Psy-Nu-Gène, dirigé maintenant par Sophie Lallier, qui a été une des étudiantes en thèse à l'époque, quand j'étais encore à Bordeaux, sur l'alimentation et le bien-être, qui est effectivement du domaine de l'INRA. Comment agir sur l'état de santé, et non pas sur la maladie, au travers de l'alimentation, en favorisant, bien entendu, dans l'alimentation qui est la nôtre, la prise en compte de nutriments qui soient des nutriments santé. Donc Sophie Lallier, maintenant, dirige ce laboratoire de l'INRA dans le cadre du département de l'alimentation humaine qui rassemble plus d'une centaine de personnes à l'Université de Bordeaux 2 et qui continue à maintenir à l'intérieur de l'INRA la tradition de recherche créée autour des relations immunité-cerveau. Avant de passer à la troisième et dernière époque de mon exposé, peut-être une petite pause pour quelques questions et souffler un peu. Qui souhaite intervenir? Se détendre. La main. Oui, merci pour cette conférence très intéressante. Daniel Duré, sociologue de l'alimentation et nutritionniste. Je voudrais juste évoquer un concept qui doit compléter toute cette réflexion actuelle que nous avons sur le bien-être animal, qui est de ne pas oublier, et c'est important parce que dans la controverse sociétale, ce débat est présent aussi, qui est de ne pas oublier que le fondement de l'existence de l'élevage et des comportements qu'on a envers les animaux, c'est quand même pour répondre à un besoin biologique fondamental qui est de les manger, parce que nous sommes omnivores et nous avons besoin de manger à la fois des animaux et des végétaux, et que le stress de l'animal qui va être tué est un stress qui existe dans l'ensemble de la nature. Le stress des animaux d'élevage, oui, bien sûr, mais aussi on peut s'intéresser au stress de l'antilope au moment où elle va être égorgée par le lion. Même quand elle est en train de brouter et qu'elle entend un lion arriver, il y a un grand stress dans le troupeau. Donc je pense que cette réflexion sociétale, philosophique, doit s'accompagner d'une réflexion sur le fait que la fonction normale de la vie et de tout être vivant, c'est un jour d'être mangé par un autre être vivant. Et donc le stress, la peur d'être tué et le stress qui accompagne l'acte de mise à mort, finalement c'est un stress, je dirais, qui fait partie de la vie, qu'il est peut-être important de distinguer le stress dû à de mauvaises conditions d'élevage, qu'on peut toujours discuter, améliorer, et je pense que les éleveurs sont tout à fait prêts à cette discussion, de ce que j'en connais, du stress qu'on ne peut pas éviter, de la mise à mort, que nous connaissions autrefois, puisqu'autrefois, on peut relire le livre de la jungle, hein, on pouvait nous aussi être stressés par les tigres qui venaient, ou les lions qui venaient essayer de nous tuer pour nous manger, on ne connaît plus ça aujourd'hui. Et je pense aussi, vous le disiez avec raison en introduction, le stress dépend de nos représentations. Effectivement, nous sommes des êtres conscients, pensants, donc nous avons des représentations sociétales. On peut par exemple se souvenir qu'il y a un siècle, les associations de protection des animaux étaient tout à fait d'accord pour favoriser l'élevage industriel. Et ils étaient même d'accord, par exemple, pour gazer les chiens errants qu'on trouvait dans les rues, mais le choix n'était pas encore passé par là. Donc finalement, nos inquiétudes par rapport au véhicule de l'animal sont totalement dépendantes de nos représentations sociales, de ce qu'on vit dans la société. Et je pense de ce point de vue-là qu'on peut aussi accompagner notre réflexion par la façon dont nous-mêmes vivons la violence, la vue du sang, la souffrance, le stress,
dans une société où la médecine a fait des progrès, où nous, et tant mieux, nous mourrons plus âgés, nous sommes en meilleure santé, la maladie est mieux guérie. Mais ça s'accompagne aussi d'un biais de représentation qui est que nous refusons cette vision normale de la vie. On évacue la mort, on met les personnes âgées dans des maisons médicalisées le plus loin possible, on ne veut pas voir la souffrance. C'est un réflexe normal. Et quand il y a un accident sanglant à la télévision, on cache avec un linge blanc pour ne pas voir le sang couler. Donc je crois que notre pensée vis-à-vis, notre représentation du stress animal doit être inclue dans l'ensemble des représentations que nous avons dans la société moderne. Sinon, on risque de dévier effectivement vers des conceptions qui peuvent aller à des extrémismes. Le mot extrémisme n'est pas une critique, c'est je dirais un constat, puisqu'on sait qu'une partie des mouvements qui militent de façon forte contre le stress animal ne militent pas contre le stress animal, mais militent en fin de compte pour la suppression de la consommation de produits animaux. Donc ça, il ne faut pas l'oublier non plus. Et le débat doit aussi bien poser les questions. Pour quelles raisons militons-nous pour le bien-être animal ? Je vous remercie de ce commentaire. Je ne pense pas que j'ai véritablement à y répondre. Sinon, pour rajouter un point de vue historique, la première société de protection des animaux en France a été mise en place pour répondre aux soucis de décence qu'avaient les mères vis-à-vis de leurs enfants quand ces pauvres enfants étaient exposés à la vue des cochers qui frappaient les chevaux pour les faire avancer. Je crois que sur le plan historique, c'est comme ça qu'est née la première société de protection animale en France, ou en tout cas à Paris. Mais bon, vous exprimez un point de vue qui, je pense, n'est pas totalement partagé. Donc, il n'en reste pas moins que nous avons eu raison, je pense, aussi bien à l'INRA, en tant qu'institution, en tant qu'agent de la société, enfin membre de la société, de nous interroger sur notre façon d'agir vis-à-vis de l'animal. Je veux dire, l'élevage intensif dans les Trente Glorieuses s'est mis en place pour répondre à des préoccupations purement économiques. Et l'animal est resté un peu, a été un peu négligé tant qu'il produisait, mais il produisait avec beaucoup de casse. Et quand vous faites allusion aux conditions d'élevage, il ne faut pas oublier non plus que l'histoire des conditions d'élevage, des conditions d'abattage, il ne faut pas oublier non plus que l'histoire des conditions d'abattage est beaucoup dépendante de notre représentation de ce que doit être la mort de l'animal. Et que quand on va véritablement dans le fond de l'histoire, qui est qu'est-ce que cela veut dire que de rendre un animal inconscient pour le mettre à mort, et comment obtenir cette inconscience en l'absence de stress. Les choses ne sont pas aussi faciles, et on s'aperçoit qu'en fait, on est dans un monde qui est un monde très conventionnel, dans lequel on admet qu'un certain nombre de pratiques soient susceptibles de créer de l'inconscience qui elles-mêmes permettent en toute légitimité de mettre à mort l'animal. Mais vous le savez bien, ces choses ne sont pas aussi simples, il y a des dérapages là-dessus. Mais bon, une fois de plus, le débat n'est pas tellement actuellement, enfin au jour d'aujourd'hui, pour ce qui nous concerne ensemble, celui du bien-être animal. J'ai simplement voulu l'évoquer, je ne prétends pas le résoudre. Je pense que la question que vous posez devra être abordée au moment de la réflexion de l'Académie sur la conscience animale, puisqu'en fait, cette réflexion porte en elle tous les germes de ce que vous avez évoqué. Si vous voulez bien, je vais continuer. On a eu les organisateurs de la journée d'aujourd'hui m'ont dit, Robert, tu as tout le temps pour toi nécessaire entre 10h et midi.
C'est exceptionnel. Habituellement, les scientifiques, on leur dit « Oh, tu peux présenter pendant un quart d'heure ». Mais toujours 20 minutes, 25 minutes. Donc je me suis dit que j'allais occuper mon temps. Mais rassurez-vous, nous arrivons à la dernière époque. Et cette époque va aller assez vite, ce qui ne veut pas dire qu'elle est moins importante. Donc, je reprends là où je vous ai laissé. Le normal. La peur, c'est une réponse normale d'un organisme face à un danger réel ou imaginaire. Cette peur organise notre fonctionnement organique au niveau mental, au niveau comportemental. J'agis, je cours, je me bats, je fais un certain nombre de choses. Et au niveau métabolique, il faut qu'il y ait un accompagnement hormonal. J'essaie de vous montrer que la maladie, c'est exactement du même niveau. Ce n'est plus décodé par les organes des sens extéroceptifs, vision, audition, odeur. C'est décodé par cet organisme particulier spécialisé dans le soi, la reconnaissance du soi et du non-soi, qui est le système immunitaire. Donc vous voyez le changement de paradigme, une fois de plus. Le système immunitaire devient tout à coup un organe sensoriel dans cette représentation, qui est à l'origine de la maladie, qui va organiser notre fonctionnement, comme la peur, à un niveau cognitif, mental, comportemental et métabolique. Donc là, nous sommes dans le normal. Et les ordres de la peur, on les connaît, c'est l'anxiété, ce sont les phobies, l'anxiété généralisée, ces personnes qui ont peur de tout, pouvant se produire à tout moment, et cette anxiété pathologique se greffe sur les mécanismes de la peur. C'est-à-dire que nous avons dans notre cerveau et dans le restant de notre corps des mécanismes qui nous permettent de gérer des situations dangereuses. Et ces mécanismes peuvent se dérégler, se sensibiliser en quelque sorte pour générer les désordres pathologiques de la peur et de l'anxiété. À partir du moment où on a mis en évidence un nouveau système motivationnel, qui est celui de la maladie, la question qui se pose tout de suite, c'est quels sont les désordres pathologiques de ce système? Si la maladie se trouve déclenchée ou entretenue par des circonstances qui n'ont plus rien à voir avec ceux qui l'a déclenchée initialement, les micro-organismes pathogènes, par quoi va-t-on la reconnaître? Et en fait, n'y a-t-il pas, d'une certaine façon, une certaine analogie entre la dépression et la maladie? Je vous ai dit que la maladie, c'est le repliement sur soi-même, le corps, le dédain du milieu environnant, le peu d'intérêt pour tout ce qui faisait le sel de la vie, ce ralentissement dans toutes nos activités, cet engluement dans ce qui, normalement, devraient être des activités qui s'enchaînent harmonieusement les unes aux autres, etc. Est-ce que donc la dépression ne serait pas à la maladie ce qu'est l'anxiété pathologique vis-à-vis de la peur? Donc vous voyez comment c'est mis en place une nouvelle façon de considérer un trouble psychiatrique, la dépression, à partir d'une recherche sur les relations immunité-cerveau. Et vous pouvez imaginer le caractère innovant de ce genre d'approche, car la dépression jusqu'à présent a été considérée uniquement sous l'angle du fonctionnement du cerveau, mais pas du tout sous l'angle du fonctionnement du cerveau par rapport au restant du corps. Avec cette idée qu'en fait la dépression pourrait trouver son origine, non pas purement dans un dérèglement mental, mais dans un dérèglement de ces relations entre le système immunitaire et le cerveau. Eh bien oui, effectivement, il fallait montrer que c'était le cas, et c'est ce que nous avons fait à Bordeaux, chez les patients cancéreux, bien avant que j'arrive à MD Anderson, à Houston, Texas.
On a montré avec Lucille Capuron que chez ces patients cancéreux qui recevaient des cytokines parce qu'ils avaient des tumeurs qui ne répondaient pas à la chimiothérapie ou à la radiation, et que la seule façon pour ces patients de pallier la progression et la dissémination tumorale était de stimuler leur système immunitaire. Ces stimulations du système immunitaire à l'intérieur de l'interféron alpha, administrées à des patients ayant un cancer du rein ou un mélanome avec métastase, eh bien, il créait un comportement de maladie sur lequel se mettait en place, au fur et à mesure que l'on répétait les injections de cytokines, une véritable dépression. C'est-à-dire pour le psychiatre qui voit le patient à ce moment-là, après plusieurs jours ou plusieurs semaines de traitement par l'interféron, le malade est catégorisé comme déprimé, pour autant qu'il ne connaisse pas les antécédents de ce malade. Et ce comportement de maladie qui apparaît en premier chez ces patients apparaît chez tous les patients. Et chez un certain nombre d'entre eux, on parle de vulnérabilité, le tiers à la moitié de la population, on voit apparaître une véritable dépression avec tout son cortège cognitif et affectif. Donc là, c'était la première fois que l'on voyait, sous l'effet d'un traitement médicamenteux, apparaître une dépression. Vous imaginez l'état d'excitation dans lequel nous pouvions être, puisque nous avions l'équivalent d'une expérience, d'une quasi-expérience, au travers de ce que faisaient les cancérologues dans le traitement de ces maladies. On pouvait donc, à partir de là, essayer de comprendre comment cette dépression se mettait en place et quels étaient ses mécanismes. Effectivement, c'est ce que nous avons fait, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais simplement vous dire qu'à partir de là, on a pu identifier des mécanismes qui ont été résumés dans cet article paru en 2008, qui se trouve être l'article le plus cité que j'ai jamais publié à ce jour. Il a été cité plus de 2000 fois et continue à encore être cité, et qui décrivait pour la première fois comment se faisait le passage de la maladie, au sens comportement de maladie, à la dépression, et comment, effectivement, ce titre un peu provocateur que j'ai utilisé, j'ai eu beaucoup de mal à faire accepter par mes collègues, correspondait véritablement à ce qui se passe, comment le système immunitaire subjugue le cerveau pour prendre le contrôle du cerveau et déclencher un état dépressif. Depuis, c'est devenu banal. Tout le monde admet qu'il y a des relations entre inflammation et dépression. Le risque de dépression est plus élevé dans les maladies inflammatoires chroniques que dans la population générale. Si vous vous adressez à des personnes qui souffrent d'arthrite chronique et qui souffrent de lupus, ces maladies auto-immunes, la prévalence de la dépression est à peu près 2 à 3 fois plus élevée qu'en population générale. Quand on prend en moyenne, que l'on fait des mesures par des facteurs d'inflammation, les patients déprimés, on s'aperçoit qu'il y a très souvent un état inflammatoire chronique. Le plus souvent, cela se produit chez les patients qui sont résistants aux traitements antidépresseurs. Il faut savoir que quand on est déprimé, on a une chance sur 3 de répondre aux médicaments antidépresseurs classiques, que ce sont les inhibiteurs de recapture de la sérotonine. Une chance sur 3, c'est pas énorme, c'est difficilement admissible, mais enfin c'est l'état c'est la situation actuelle en psychiatrie. Et enfin qu'on dispose actuellement d'un certain nombre de données montrant que si on rajoute ou si on utilise seul des traitements anti-inflammatoires, et bien ces traitements anti-inflammatoires permettent de contrôler les symptômes de la dépression, en tout cas chez les patients ayant des signes biologiques d'inflammation. Et donc cela veut dire que ce que l'on a appris sur la relation
immunité cerveau peut maintenant servir au traitement de la dépression. Sur cette diapositive, là aussi je n'ai pas le temps d'entrer dans le détail, je représente les différentes étapes de ce que l'on a appris sur la relation entre la périphérie, le système immunitaire à gauche et le cerveau à droite, les différentes composantes de la dépression, peu importe les différents rouages. Et puis, actuellement, nous sommes en train d'étudier au laboratoire à Houston le deuxième versant de cette relation. Non seulement nous avons pu montrer que l'inflammation crée la dépression, mais maintenant nous sommes en train de montrer que la récupération d'un état dépressif, représenté ici dans le temps, la récupération de cet état dépressif dépend en fait de l'action au niveau du cerveau, pas à l'intérieur du cerveau, mais à la surface du cerveau, de lymphocytes T, qui sont les lymphocytes CD8, et dont on ne connaît pas encore le mécanisme d'action et la façon dont ils sont recrutés, mais qui permettent de venir réguler la dépression. La dépression, ce n'est pas quelque chose qui est continu. Il y a un épisode dépressif. On en réchappe, et puis éventuellement on retombe dans la dépression. Et donc, la question qui se pose, c'est comment réchappe-t-on de la dépression et peut-on favoriser la disparition de cette dépression. Donc c'est ce sur quoi nous travaillons actuellement. Et bien entendu, quand on parle de dépression, on a tout de suite ensemble, chez n'importe quel patient, cette triade symptomatique qui est dépression, fatigue et troubles du sommeil, et quelle est la relation entre la fatigue, la dépression et les troubles du sommeil, que représente exactement la fatigue. Mais maintenant aussi, nous travaillons beaucoup à Houston sur ce qu'est la fatigue et quels sont ses mécanismes chez les patients cancéreux, aussi bien que chez les patients inflammatoires. Je voudrais terminer cet exposé qui a été très long, non pas uniquement sur la science, mais également sur les hommes. Ce long parcours qui a été celui que je vous ai exposé n'a pas été uniquement un parcours géographique ou un parcours gastronomique, du cassoulet toulousain, plus exactement de Castelnaudary, aux huîtres avec leur crépinette de Bordeaux et le maïs et son accompagnement poulet du Midwest, ou bien le barbecue texan du 4 juillet, fête nationale américaine. Mais ça a été en fait un parcours avec des hommes et des femmes, c'est-à-dire une passion partagée avec un certain nombre de personnes qui ont contribué à ce parcours, car, comme je le rappelais hier, et comme ce ne sont plus à le souligner l'ensemble des récipiendaires des médailles, une recherche n'est plus une entreprise individuelle, c'est une entreprise collective. À Toulouse, donc, avec Claude Labouche et Paul Mornay qui m'ont recruté, mis en place le laboratoire de pharmacologie, Pierre Mormel qui est encore à l'INRA actuellement en génétique à Toulouse, et puis Gilbert Jolivet qui nous a fortement soutenus et a permis le passage de l'équipe toulousaine à Bordeaux pour que se mette en place véritablement cette neurobiologie des comportements que sous-tendait le travail à Toulouse. Bien entendu, vous avez reconnu le Capitole en passant. À Bordeaux, mais avant de Bordeaux, tout ce travail à l'INRA autour du bien-être avec Florence Burga, qui était dans la salle, Jocelyne Porcher et Joseph agissant comme il le fait très souvent derrière, mais très efficacement. Isabelle Vessier, Frédéric Lévy, Pierre Lenade et Alain Boissy. Et puis à Bordeaux, où
je suis arrivé après Toulouse à l'invitation de l'Université de Bordeaux 2, avec Michel Lemoyle, puis avec l'ineffable Jean-Didier Vincent, qui n'est nul besoin de présenter, Patricia Parnet, qui a été la première recrutée à l'INRA après Pierre Morel, Sophie Laillé, qui continue encore à œuvrer à l'intérieur du laboratoire maintenant alimentation humaine, Rosemary Bulté, fidèle d'entre les fidèles, qui a démarré avec moi à Toulouse et qui a continué, Lucille Capuron, internationalement connue pour ses travaux sur la relation immunité et dépression, et maintenant sur la relation immunité, nutrition, dépression. Et puis le passage à l'alimentation humaine grâce à Xavier Leverve, trop tôt disparu, Françoise Moss du CNRS, qui a assuré la transition entre ce laboratoire que je dirigeais et ce qui est devenu maintenant le laboratoire dirigé par Sophie Laillé et qui est un des laboratoires phares du secteur alimentation de l'INRA. Et puis dans les plaines du Midwest, plaines torrides en été, plaines glaciales en hiver, avec Kit Kelly, Jason O'Connor, la petite équipe du Midwest, et puis maintenant à Houston. Alors ça c'est Houston, mais devant vous, vous avez le centre médical de Houston, une partie, la moitié seulement. L'autre moitié est en fait de votre côté. C'est une ville dans la ville. Au fond, là-bas, c'est Houston Downtown. Et cette ville, il y a 100 000 personnes qui viennent y travailler tous les jours. Il y a 5 hôpitaux et 4 universités représentées sur le campus. Donc vous imaginez les ressources disponibles. Et vous voyez passer là ce petit ruisseau qui s'appelle un bayou. Vous connaissez les bayous de la Louisiane. Ce petit ruisseau, quand il pleut, il gonfle et il déborde. Puis bien entendu, ça inonde. Et quand il pleut pendant 5 jours, ce qui pleut à Houston pendant 1 an, vous avez les images que vous avez vues à la télévision il y a 3 semaines de Houston inondé. Mais à Houston, nous avons pu mettre en place, grâce à des collègues hollandaises qui sont en jaune, Annemieke Kavelars, et avec un haut orange à droite, Kobe Hayden, un laboratoire européen avec plusieurs investigateurs, alors que les laboratoires américains sont habituellement mono-investigateurs, dans lequel nous étudions chez les patients cancéreux les mécanismes de la douleur, les mécanismes des troubles cognitifs et les mécanismes de la fatigue liés au traitement anticancéreux, qui, je dois le rappeler, sont parfois efficaces, mais en tout cas d'excellents poisons, et de toute façon mettent très à mal les patients, sans que nous ayons pour l'instant grand-chose à leur proposer pour les sortir de leur douleur, de leur fatigue, ou de leur chemobrain, de leurs troubles cognitifs liés au traitement anticancéreux. Je vous remercie de votre attention et encore une fois, merci à l'Académie d'agriculture et merci à Gilbert Jolivet et à Joseph Bonnemer, instigateur de tout cela, de m'avoir permis de vous présenter mes recherches dans cette épopée. Joseph, tu veux dire un mot de conclusion? Toi qui agis dans l'ombre, et pour te mettre dans la lumière. Non, après cette vaste fresque que tu nous as faite, disons, ce regard réflexif sur ton parcours, j'aimerais savoir, lorsqu'un jeune chercheur arrive dans ton laboratoire aujourd'hui, quel est le message fondamental que tu lui donnes? Qu'est-ce que tu lui dis? La première chose que je lui dis ne sert pas à grand-chose. Elle est simplement que j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie
et je le reconnais volontiers, j'ai été nourri par une mère d'abondance, qui est l'INRA, et qui était l'INRA, à un moment où il n'y avait pas d'ANR et d'autres choses du même genre. On faisait confiance aux chercheurs. On leur permettait de monter un laboratoire, on leur permettait de monter une équipe, on leur donnait de l'argent sur un programme qui était très vague, et on les jugeait d'après les résultats qu'ils obtenaient, et non pas d'après les projets qu'ils mettaient sur pied. Et c'était pour moi une époque bénie, car cela m'a permis de travailler en marge. J'ai très souvent, et je le rappelais hier, j'ai très souvent été la danseuse de l'INRA, au sens où j'étais entretenu par l'INRA, mais en marge de l'INRA, et j'ai pu bénéficier comme cela pleinement de cette marge pour faire des choses qui n'étaient pas institutionnellement raisonnables. Il a étudié la neurobiologie du comportement dans un organisme qui est au sein des productions animales n'était quand même pas très banal. Je n'avais pas vocation à monter des truies ou à faire des choses de ce genre-là. J'étais plus intéressé par des aventures très intellectuelles. Mais donc ça, c'est vraiment quelque chose que je rappelle volontiers parce que actuellement le contexte a changé. Le contexte dans lequel nous vivons est un contexte qui est devenu très compétitif et très dur pour les chercheurs. Qu'ils soient à l'INRA ou ailleurs, il n'y a plus d'exception maintenant. Tout le monde est exposé au même monde. Et ce monde est celui de la compétition. On ne peut plus faire de recherche si on n'a pas un minimum de résultats préliminaires permettant d'étayer le bien fondé de ces recherches. Et ces recherches, en plus de ça, doivent se situer dans une perspective sociétale. Déjà à l'époque, j'écrivais ça dans mes rapports dans le cadre de la station de pharmacologie toxicologie de l'INRA. Nous essayions etc. Il y avait bien une perspective sociétale, mais elles étaient très en filigrane. Maintenant, elles sont beaucoup moins. Nous sommes devenus responsables vis-à-vis de la société, ce qui est très bien. Mais et j'insiste, c'est devenu très compétitif pour le chercheur. Le chercheur doit se battre pour avoir de l'argent, et cet argent n'est pas facilement, on ne peut pas l'obtenir très facilement. Alors aux États-Unis, c'est relativement, cette situation est la situation quotidienne. Je dois payer à Houston 40% de mon salaire. Je dois ramener tous les ans suffisamment d'argent pour payer 40% de mon salaire. Je dois payer tous les gens qui travaillent avec moi. Aucun d'entre eux n'est payé par l'institution. Le laboratoire dont vous voyez la composition autour de vous est une mini-entreprise en fait. Cette entreprise est totalement soutenue par les 3 chercheurs représentés ici qui doivent ramener de l'argent pour payer les salaires de tous ceux qui travaillent à l'intérieur du laboratoire. Nos techniciens, nos administratifs ne sont pas payés par l'institution. Donc, ce que je dis aux chercheurs, aux jeunes chercheurs actuellement, c'est le métier de chercheur est un métier de passion. Ne l'exercez pas si vous voulez faire de l'argent, exercez-le avec passion, mais sachez que cela va être de la sueur, du sang et des larmes. Merci. Donc nous allons conclure cette séance en remerciant beaucoup Robert Danzer de nous avoir accordé de son temps pendant son séjour parisien, ou ailleurs, j'en sais rien, enfin de séjour en France. Je ne veux pas préjuger de votre itinéraire. Et en écoutant votre conclusion et en regardant certaines personnes dans la salle, j'ai pensé au slogan qui allait être celui du prochain Salon international de l'agriculture, une aventure collective. Donc vous nous avez bien décrit cette aventure collective. Merci beaucoup. Merci.